Bonjour et bienvenue à Back the Pod, votre clubhouse pour ce Rugby Coupe de Monde 2019. Et merci d'être avec nous. Donc moi c'est TK, Terry Kaufman. Je suis l'américain de notre petit groupe d'amis qui sont réunis par le rugby. Donc j'ai eu l'opportunité de jouer un peu au rugby avec Charlie Bayer, mais il y a un certain temps. Absolument, ouais, c'était il y a 10 ans déjà, je crois, où on jouait ensemble pour les Océans Rugby Club. Mais maintenant j'ai un petit peu bougé et j'ai fini par échouer au Massif Central où je joue toujours. Voilà, donc je jouais en deuxième ligne et capitaine aussi, mais pas le seul capitaine, c'est parce que nous avons le plus expert entre nous trois, c'est un autre deuxième ligne qui a joué avant un Racing 92. Oui, Racing 92 pendant 5 ans, après avoir éclusé quelques clubs d'Île-de-France, la CBB, le PUC et même un petit passage en province au Rugby Club Orléans avec beaucoup de plaisir, mais surtout, comme on dit, le cœur ovale. Voilà. Et on a beaucoup de choses à se dire à cet épisode concernant l'Oval parce que franchement on est très très bien étoffé. Donc si je prends les choses dans l'ordre, on avait quand même la petite finale. On va parler après du champion du monde de rugbarbe, de cette petite compétition qu'on fait depuis un certain temps. Il faut absolument parler de cette finale qui était absolument magnifique à voir. Les awards, les différents awards de World Rugby, ça va être sympa de voir ça et d'avoir notre avis, notre bilan, on va dire, de ce Coupe de Monde de rugby et aussi d'annoncer le futur de notre petit podcast qui en fait on devient de plus en plus grand. Bon, il n'est pas encore en deuxième ligne de taille de Théo, mais quand même on commence à grandir. Il s'est étoffé comme un Français en stage de rugby en Afrique du Sud. Il a grandi plus vite que prévu. Bon, est-ce que vous êtes prêts, les gars, pour attaquer? On est chaud. Et comment? On y va. Pack de potes, terrain 10. Donc, ce premier match pour ce petit final, c'était vendredi matin. Après un Halloween bien sympa avec les enfants, un peu de bonbons le matin, c'était pas mal. Il y avait quand même un sacré match, et ça se voyait tout de suite. Nous avons eu Nouvelle-Zélande contre Pays de Galles, et ça se sentait tout de suite. Il y avait un sentiment que ça allait jouer. Il y avait un essai dans les premières 5 minutes, petit passe après contact, très sympa par Ritalik, le mort-vivant. Ensuite, il y avait un petit côté de Nouvelle-Zélande qui a gagné 50 mètres, suivi par un bel essai de Baudin Barrett avec une croisée assez formidable. Le Pays de Galles, par contre, qui reste toujours dans le match. Il y a un essai de numéro 15 face à une défense qui a bien reculé, mais on voit que le Pays de Galles, ils sont là. Donc, 14-10. Le capitaine des All Blacks, Reid, il reprend ses Blacks et à 32e minute, on voit un essai marqué par la 14 suite à un contre-rock dans les 22 gallois. 21-10 et bien sûr les nouveaux Z, ils ont fait ce que les nouveaux Z font à la fin de la première mi-temps. Un deuxième essai de Ben Smith après un raffut de dingue. Il est 28-10 pour le mi-temps. Alors ce raffut, c'est vrai qu'il faut quand même le regarder. Ceux qui nous écoutent là, faut absolument, si vous n'avez pas vu ce match, voyez juste au moins cet essai-là avec le raffut qui est mais juste gigantesque. Et c'est vrai que là, le pauvre numéro 9 gallois, mais c'est quand même assez humiliant. Donc le deuxième mi-temps a démarré exactement le même. Il fallait juste 1 ou 2 minutes pour que le All Black Ryan Crotty marque après un passe super sympa de certain Sonny Boy Williams. C'était un match un peu raccourci pour un Patchell et aussi notre Alwyn Jones qui est parti en environ 50-60 minutes. Quand même, on voit que le Pays de Galles reste dans le match avec un essai de Josh Adams, son 7e. Il est quand même leader de ce Coupe de Monde avec cet essai marqué. Un essai d'avant, qui a rien à voir avec les essais d'ailier qu'il met d'habitude. Il a été chercher le ballon dans un petit tas pour planter derrière la ligne. Ouais, quand même important. Je pense qu'il y avait 19 ou 20 phases de jeu qui a vraiment montré cette côté borné, pas borné, c'est ça, mais borné, c'est bien ça, borné. De cette équipe galloise. Ils voulaient pas finir avec que 10 points. Pour finir, un essai du numéro 10 All Black pour passer à 40-7. Un score final assez logique, mais sans honte pour les Gallois qui ont pu quand même livrer un match assez sympa à voir. Oui, moi, ce que j'ai trouvé dans ce match, c'est que assez vite, on a quand même compris que les Blacks allaient s'imposer. C'est vrai que 12-0 au bout de 10 minutes, un truc comme ça. Et quand ils commencent comme ça, les Blacks, tu les reprends pas. Et j'ai eu le sentiment quand même que presque les Gallois avaient pas envie de les battre, quoi. C'est-à-dire que tous les gens qui aiment le rugby ont tellement souffert de voir les Blacks se faire marcher dessus comme ça en demi-finale de la Coupe du Monde par les Anglais, que en plus aller leur faire perdre la petite finale, c'est un truc qui s'apparentait quasiment à de la lèse-majesté. Et ils ont voulu faire un beau match, les Gallois, et ils l'ont fait. Ils ont absolument pas à rougir.
mais grosso modo, il fallait que les Blacks gagnent ce match. Ils avaient plusieurs joueurs qui allaient arrêter, que ce soit Sonny Bill Williams, Kieran Reid et compagnie. Ils ne pouvaient pas finir sur une défaite. Et le parcours des Gallois est très très honorable. Voilà, comme tu dis, Alan Wynne-Jones, il sort à la 55e, il a sa petite ovation personnelle. Tout le monde est content, c'est la fin, c'est les Blacks qui gagnent à la fin et la logique est respectée. C'est un peu ça que j'ai ressenti quand même. Ouais, c'était la logique est respectée. Après, j'ai beaucoup pensé à toi. Est-ce qu'on s'était dit sur les matchs, pas folklore, mais les matchs un peu plaisir, quoi. Et c'est vrai que les All Blacks dégageaient une décontraction pendant les îles. Enfin, ils étaient là pour finir en beauté, je pense, pour dire un bel au revoir à certaines légendes parmi eux qui arrêtaient. Mais c'est vrai qu'il y a eu, comme tu disais, à la 20e, là, sur l'essai des Gallois, tu t'es dit, bon, peut-être ça va jouer encore, mais en fait, on a surtout vu de leur part de la combativité Ouais, de la fierté, c'est-à-dire ils n'étaient pas là pour en prendre 70 exactement, non ils plus. n'étaient pas là pour baisser la tête. On n'est pas les Namibiens, quoi. Et c'est un peu ça qu'ils disaient. Mais honnêtement, on n'a jamais douté que les Blacks allaient gagner ce match. C'est ça, c'est que très tôt, t'as vu voilà. que cette décontraction, elle venait aussi d'une maîtrise et tout. Je pense que j'ai aussi, dans cette idée de match du plaisir, c'est qu'il y a quand même un gros coaching avant l'heure de jeu, Stevenson, il fait rentrer un peu tout le monde pour, tu sens que tout le monde croque un peu à cette Coupe du Monde. C'est l'esprit de ces matchs-là aussi. Ça reste des matchs un peu gigo-haricot quand même. On s'en fout d'être troisième. Exactement, il fait un peu croquer tous les copains et voilà quoi. Mais tu dis la logique est respectée parce que les All Blacks gagnent et la logique est aussi respectée parce qu'on a vu une belle compatibilité de la part de ces Gallois qui ont eu une Coupe du Monde un peu dure au niveau des blessures, un peu dure au niveau de leur banc. On l'a dit un peu chaque semaine et du coup, ça a été assez agréable à voir, en effet. J'étais étonné par l'effet que Nouvelle-Zélande soit tellement frais. Je trouvais vraiment frais déjà sur le terrain après d'être battu par les Anglais. Je trouve concassé par ouais, je trouvais un force mentale, bravo. Et j'ai trouvé le Gallois toujours assez dangereux, comme un vieux boxeur en fait. Tu le tapes dessus, mais il est toujours là, il est toujours debout. Il essaie de prendre des points quand il peut, mais bon, c'était assez logique, comme on a dit. Ouais, il y a eu le seul truc qui m'a un peu surpris, c'est peut-être c'était la décontraction, peut-être que c'était dû à la compatibilité, mais c'est vrai que sur le secteur de la touche, les All Blacks, ils avaient plus trop l'air d'y être. Après, c'est vrai qu'ils ont, quand tu vois que leurs avants se mettent à jouer comme des trois quarts là sur l'essai, donc, le premier essai là des All Blacks dont tu nous as parlé, c'est que c'était un 8-4-1 étrange un peu. Ce qui m'a plu, c'est que on a retrouvé les Blacks, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont affiché leur domination, leur grande qualité technique, de jeu collectif. À un moment, ils sont tellement passés à côté de leur demi-finale que tu t'en prends à douter. Tu dis, mais merde, c'est peut-être plus les Blacks. Si, tu vois le match là pour la 3e place, ça reste les Blacks. Ils sont complètement au-dessus. Et honnêtement, c'est 40-17, un peu les mains au haut du guidon quand même. Donc moi, je suis très content pour eux qui finissent avec cette place-là. Et il faut aussi savoir, je pense que dans la culture néo-zélandaise, être All Black, ça signifie beaucoup pour les joueurs. Perdre, c'est quelque chose, surtout sur des matchs à élimination directe en Coupe du Monde et compagnie, c'est quelque chose qui dévaste complètement le vestiaire et les âmes et les cœurs. Et perdre 2 fois de suite, c'est juste quelque chose de pas envisageable. Voilà. Oui, ça arrive très très rarement au All Black de perdre 2 matchs de suite. Ça arrive très très rarement. Et moi, je me souviens quand une tournée qui doit être fin des années 90, je sais plus, une tournée de novembre où les Français avaient battu les Blacks au match aller et où ils avaient pris une raclée au match retour. Il y avait eu une interview dans la presse de John Alomou qui disait voilà, cette semaine, les mots du coach et du staff ont été très 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 durs. C'est-à-dire que perdre 2 fois, c'est non. Ça reste des Britanniques habillés en noir, les mecs. Hein. Et ils détestent ça quand même. Ouais, et puis quand, de ce que tu dis, le mot est peut-être trop fort, mais du trauma un peu subi, c'est quand tu as vu la presse Nouvelle-Zélande là, dans la semaine par rapport à leur demi-finale, je pense que c'est la fait d'avoir l'impression de s'être fait marcher dessus un peu. Il y a eu des échos aussi de ce qui a été dit ou des impressions, des ressentis qu'il y a eu dans les vestiaires. Après, il y a eu des témoignages de joueurs. Ça faisait, comme tu dis, ça faisait aussi plaisir de leur retrouver non seulement leur jeu, mais une déconstruction, Plaisir de jouer, ça reste un jeu, hein, c'est ce qu'a dit Stevenson aussi à un moment, c'est assez classe. Stevenson, moi là où je l'ai trouvé très classe, c'est son interview de fin. T'as la présentatrice là qui vient lui demander, qui dit alors 15 ans de service, de Coupe du Monde, vous avez rendu un service énorme, qu'il laisse le public applaudir pendant très longtemps, et après un petit moment où il applaudit le public, où il a beaucoup de regards, où tu sens qu'il est pris par l'émotion, il répond juste It's been a privilege. Voilà, bien sûr.
Genre, j'ai trouvé ça tellement classe. Genre, C'est vrai, c'est-à-dire je suis beaucoup plus petit que cette institution, que sont les All exactement. Blacks et qui reste le drapeau du pays. Faut pas oublier, hein, la Nouvelle-Zélande, ça reste un petit pays avec moins de 5 millions d'habitants. Il y a plus de moutons que d'habitants. Et ils ont, pour exister, ils ont le rugby et ils avaient la voile. Voilà, ils ont Ouais. Peter Blake, la Coupe de l'Amérique, etc. et les All Blacks. Et le reste, la Nouvelle-Zélande, à part les Kiwis au Super U, si tu veux, tu les connais pas, quoi. Oui. Bon, malheureusement, c'est pas une équipe qu'on voit très souvent, nous, comme ils sont pas dans les destinations, mais comme on va voir quand même cette équipe de Pays de Galles bientôt, et je suis content parce que j'aime bien ce joueur Patchell, qui me fait penser à un des princes de l'Angleterre, là, Ah ouais, Harry, un je peu, pense. je suis d'accord. Je suis d'accord. Et bon, il y avait deux grands hommes sur le terrain, qui aussi avaient une autre compétition, donc une compétition qui s'appelle le Ah ouais. rugbarb. C'est vrai qu'on s'est beaucoup mobilisé, hein, pour cette compétition qui a déchaîné les passions, qui a rendu les gens un peu fous. Non, blague à part, nous on a rigolé en voyant quelques systèmes pileux hirsutes et assez rigolos de part et d'autre. On avait fait une petite sélection. Nos copains de Big Moustache, dont la page Facebook a été pas mal visitée grâce à ce clin d'œil, nous ont aidé à faire une sélection de 8 magnifiques barbes. Et donc on a un vainqueur, on a même 2 vainqueurs, puisqu'on a une barbe vainqueur qui est celle de l'Italien bien nommé Jaden Hayward, qui est né en Nouvelle-Zélande, mais qui a été naturalisé italien C'est la en barbe 2016. travaillée alors qui. Une barbe travaillée, donc c'est celui qui a eu le plus de votes, parce que tout simplement, peut-être qu'il a tapé dans l'œil des votants, des votantes en particulier. Il a une assez belle gueule, hein, il est pas trop abîmé, donc peut-être que les filles ont bien voté pour lui aussi. Et on avait dit qu'on choisirait aussi un votant qui recevrait un cadeau. Alors, on est très très content d'annoncer aujourd'hui que notre gagnant, il s'appelle Erwan de son prénom, et son nom de famille c'est Le Bouteillec. Alors nous franchement, si on avait voulu trouver un nom avec un mec avec un nom bonnard pour se dire peut-être qu'on passera une troisième mi-temps avec lui, le mec s'appelle Le Bouteillec. Moi je dis chapeau. On n'y est pour rien, c'est un tirage au sort qui a été organisé par les copains de Big Moustache. Donc Erwan Le Bouteillec, tu vas être contacté par nos copains de Big Moustache, tu vas recevoir un cadeau, et l'histoire est peut-être pas terminée. On se rencontrera si tu es disponible, avec grand plaisir. Pour Voilà. peut-être basculer quelques petites bouteilles. Pour bouteiller ensemble. Pardon, j'avais envie de la faire. Voilà, fin du rugbarb, mais nous on s'est amusé avec ça. Alors moi personnellement je suis déçu parce que je voulais que ce soit Semir Adradra, soit Eric Fry qui gagnent, qui sont 2 joueurs en plus qui jouent en France. On aurait voulu faire un petit coup de com' avec eux, mais on avait fixé une règle, les votants ont choisi Jaden Hayward, c'est lui le gagnant, donc bravo Jaden. Mais c'est quand même, comme le barbu dans notre petite tribu de Pack de Potes, je pense que je mettrai un petit mot, donc peut-être le pourquoi. Donc si on regarde bien sa barbe, en fait, ça fait un petit peu l'effet d'une voiture, en fait, une voiture de course, qui a un espèce de truc qui va très très bas, en fait, qui est un peu large comme ça, pour que l'air, en fait, monte au-dessous, et comme lui, c'est un arrière, en fait, c'est un 15, en fait, je pense que c'est tout un travail vraiment soigné pour être vraiment aérodynamique. Voilà, c'est ça mon... Je pense que c'est possible. Ouais, l'aérodynamisme a sans doute un sens. Alors que celle de Jake Ball, par exemple, elle n'est pas aérodynamique du tout. Je pense que... Non, pas dessous, non. Donc aussi, en tant qu'homme barbu, j'ai juste un petit mot à dire par rapport à ça. Je trouve que c'est maintenant, en fait, ce qui est sympa avec ces barbes, c'est cool d'avoir un barbier, tout ça, c'est très bien. En fait, ce qui est vraiment sympa, c'est d'aller chez le barbier et se faire raser, se faire couper et tailler la barbe. C'est vraiment un truc super sympa. Parce qu'avant, franchement, on a peut-être dépensé les mecs, 15 € qui se faire le coupe de cheveux maximum. Maintenant, je prends 1 heure, je dépense un peu de sous quand même, mais c'est 1 heure par mois où je suis complètement relax. J'ai même le serviette chaude sur la tête avec des crèmes et tout. Et dis donc, si nos femmes peuvent se couper leurs mains et tout ça, mais pourquoi pas nous aussi, on a droit en tant qu'homme de se prendre un peu de soin de nous. Hein, donc je le conseille si vous n'avez pas encore fait. Mais tu vas te faire embaucher par Big Moustache. Attention, là, ce rythme-là, là, c'est un truc de fou, là. Ouais, c'est pas l'objectif, mais j'ai juste si vous avez jamais fait, je le conseille. Moi, je dois quand même dire que par choix, je ne vais pas chez le coiffeur. Ça, on savait. Et par dépit, je ne vais pas chez le barbier. Donc voilà, malheureusement, on ne s'occupe pas de moi, personne. Voilà.
Charlie, il me semble que tu avais un dernier petit truc sur Pays de Galles, Nouvelle-Zélande. Oui, comment passer à côté de cette conclusion de match où on a eu tout le loisir d'admirer un joli cul nu du 22, Leonard Brown, voilà, tiré par le 15. Bon, c'était une belle façon de conclure, et je voudrais juste citer les paroles d'un mec que je suppose forcément être poète quelque part. Il s'appelle Scotty Stevenson, c'est un commentateur néo-zélandais, et il a dit à propos, je trouve ça très beau, je vais le dire en anglais, tu pourras le traduire si tu veux bien derrière: "And the All Blacks' time in the land of the rising sun comes to an end with Anton Leonard Brown's full moon." Voilà, c'était la petite poésie de fin d'aventure des All Blacks. Il nous faut une traduction, hein, parce que tout le monde peut peut-être pas comprendre un anglais aussi parfait. On dirait que tu bosses pour la BBC. Charlie, tu me fais N'est-ce rêver. pas? T'as vu ça? Je l'ai travaillé tout l'après-midi. En gros, c'est le passage des All Blacks au pays du soleil levant se conclut sur la pleine lune de Anton Leonard Brown. Voilà, c'était joliment dit. Vous dites la même chose en français? La pleine lune? Oui, Oui. la pleine lune, ça peut être utilisé comme ça, ouais. Bon, bref. Bon, on a quand même des choses plus importantes, les garçons, quand même. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bon. Les rugby-barbes, les petites finales, c'est gentil, mais bon. Allez, bon, c'est le moment pour parler du final. Donc, ce samedi matin, on a quand même eu le final, Afrique du Sud contre Angleterre. Un match très attendu qui a démarré très vite, malheureusement par un KO de numéro 3 anglais, Sinclair. On a vu, par contre, l'Afrique du Sud tout de suite dans leur match, avec un défense vraiment attaquant qui a vraiment mis l'Angleterre en danger tout de suite. Beaucoup de pénalités, donc notamment, je pense, 4 dans les premières 10 minutes. Et après ces premières 10 minutes, on voit l'Afrique du Sud qui mène 3-0. On voit une équipe de l'Angleterre vraiment changée par rapport à la semaine dernière. Ils sont d'un coup faibles. On voit des passes un peu pourries. Ils subissent dans la mêlée, ils subissent dans les touches. Ils font des en avant, ils reculent sur les impacts. C'est pas la même équipe qu'on a vue il y a une semaine. Il fallait attendre presque 20 minutes avant que les Anglais arrivent dans les 22 Sudaf pour prendre 3 points. Il y a beaucoup de casse dans ce début de match, avec 3 hommes qui sont sortis par blessure. On voit petit à petit ce score, bon, il est ex-aequo à un certain moment 6-6, mais c'était après l'Angleterre a campé dans le 5 mètres de Sudaf pendant longtemps, mais ils n'ont pas réussi à marquer un essai. Ah ouais. Donc en gros, à 12-6 à la mi-temps, on voit une équipe d'Afrique du Sud vraiment qui mène. Théo, la semaine dernière, tu as parlé d'un match de Klebar. Et je pense que le début de ce match, c'était vraiment ça aussi. Oui, j'ai eu quelques retours d'ailleurs, hein, donc ça fait marrer les gens. Mais c'est vrai, le rugby, c'est aussi un sport comme ça. Ça aussi, c'est rugby, comme disait Nick Mallette, qui a dû être content de voir son équipe défendre comme ça et s'acharner. Alors, moi, je sais pas, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, mais moi, je vois 2 tournants vraiment principaux. C'est effectivement cette sortie de Sinclair très très tôt et remplacée par Dan Cole, qui s'est fait complètement croquer en mêlée. Enfin, c'est un peu indigne, pilier droit en finale de Coupe du Monde, se faire bouffer comme ça. Il a pas du tout tenu la route. C'est vrai que c'est un peu vieillissant. Ça interroge un peu sur le réservoir des Anglais à ce poste-là, parce que perdre son pilier, c'est un coup dur, clairement, mais le remplacer par un mec qui tient pas la route, c'est quand même très, très bizarre. Théo, le mec en face s'appelle quand même The Beast, non? On est d'accord, mais The Beast, il est quand même un peu sur la fin. Il a fait son match, mais il est quand même un peu sur la fin de carrière. Et Dan Cole, merde, normalement, enfin, c'est un mec, il devrait tenir son rang. Il n'a pas du tout tenu son rang. Et ensuite, je trouve que l'autre tournant, c'est effectivement cette séquence offensive finalement raté grâce à une défense héroïque. Tu as 2 minutes sur la ligne des 5 mètres à la 30e. Si les Anglais marquent là, pour moi, ils passent devant, et derrière, ils doivent arriver à faire s'inverser la confiance. En fait, ils ont complètement perdu confiance parce qu'ils ont raté leur début de match, alors qu'on a bien vu la qualité de leur début de match contre les Néo-Zélandais en demi-finale, où ils avaient été extraordinaires. Ils avaient marqué d'entrée. Ils leur avaient dit, mais attendez, c'est nous les patrons. Voilà. Et là, ils n'ont rien dit du tout. Et au moment où ils ont eu la possibilité d'accélérer, et sur cette action-là, la 32e qui se finit avec un moment où Owen Farrell en position de demi-mêlée qui se fait reculer par je sais pas qui, ils étaient sur les 5 mètres, ils se retrouvent sur les 40 mètres à coup de plaquage et de défense. Là, simplement, les mecs leur ont dit en face, ben non, les tauliers, c'est nous. Voilà. Et pour moi, après cette action-là, je me suis dit,
ils y sont pas trop dans leur tête, ils sont pas dans un grand jour, et en plus là, il y a des mecs en face qui leur disent vous ne passerez pas. Charlie, est-ce que tu as vu d'autres choses pendant ce premier mi-temps? Alors ouais, pour moi, j'ai effectivement noté les deux faits de jeu là dont vous avez parlé. Pour moi, c'était le plus progressif parce que tu avais cette sortie de Sinclair remplacée par Cole qui effectivement a morflé. Donc première étape, on voit qu'en mêlée, ils ont du mal, ils subissent. Après, vers la 10e, 11e minute de jeu, on sent que l'ascendant. Alors, les passes étaient mal ajustées, il y avait un peu ils avaient du mal un peu les Anglais, mais t'as Maro Itoje qui repart faire sur Maro Itoje, qui met les mains sur le ballon, qui commence à gratter. Il s'est fait défoncer, mais défoncer. Bon, évidemment, il reste debout parce que c'est un guerrier, mais tu sens que voilà, il va pas pouvoir s'amuser comme la semaine dernière. Tu vois, déjà, c'est un autre signe. Pareil, à la 14e, 15e, Lowe's, qui était impérial la semaine d'avant, se fait contrer en touche. Tu sens qu'en fait, toutes les phases où ils avaient des certitudes, en fait, la semaine d'avant, ils se font bousculer. Mais pour moi, c'était vraiment progressif. On voit que chaque fois qu'il y a une phase où ils vont pouvoir s'exprimer, ils se font niquer. Et on arrive effectivement à la demi-heure de jeu, là où il reste 2-3 minutes, mais à se défoncer. C'est là où il y a deux blessures en face. Là, c'est là où le deuxième ligne sort avec l'épaule en vrac, où le talonneur aussi Sudaf sort. Enfin, c'est une séquence, mais d'une violence inouïe. Et ils repartent avec 3 points. Et offensivement, là, pour moi, ils perdent vraiment le match là parce que ils montrent qu'ils sont dans un jour où ils n'ont pas les solutions. Et même Ben Youngs, plusieurs fois, il est tout près de la ligne. Combien de fois sur des séquences comme ça, il y a eu essai derrière côté anglais, mais à chaque fois, il marquait. Voilà. Bah, et surtout que expliquer, je pense qu'il y a des équipes, si tu leur dis, Poulet, en fait, ce qu'on va faire, c'est te rentrer dans la gueule, tu vas voir, ça va être dur. Je pense qu'il y en a qui peuvent trembler, mais toutes sauf les Sudaf, en fait. Les Sudaf, tu leur dis, gars, pendant 80 minutes, on va se rentrer dans la gueule. Je pense que eux, ils disent, super, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, quoi. À l'image de mon petit Faf. À l'image du petit Faf. Et du coup, oui, en effet, en première mi-temps, j'ai trouvé que les Anglais montaient des signes de faiblesse et que le score, au final, était pas flatteur pour eux, mais on consentait qu'ils avaient réussi à contenir un peu au score. Ouais, c'était quand même, ça restait un match proche, mais comme toi, j'étais surpris je pense que c'est à ce moment-là où on a vu le numéro 8 anglais Billy Vunipola se fait retourner par un défense, et c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Bon, le match a redémarré un peu dans la même zone, 15-6 par un autre pénalité pour l'Afrique du Sud. Quand même, à la 47e minute, on voit un certain remontée de fierté des Anglais. Il y a un pénalité par Farrell qui manque, qui rate d'ailleurs un autre par la suite. Donc 15-9, donc ça reste un match à 6 points. Et à 58 minutes, il y a un truc qui se passe. J'aimerais bien que Théo, tu m'expliques après. Il y avait une espèce de maul préparé. En fait, il y avait un pass vers, un groupe de 8 mecs qui ont fait un truc que j'ai pas vu. Bon, pénalité, ok, c'est très bien. Mais l'Angleterre reste plus ou moins dans le match. C'est encore dans leur portée. Jusqu'à 66 minutes, il y a un très joli essai par un certain Mapimpe, si j'ai dit bien. Mapimpi, c'est son 6e essai du tournoi. Et finalement, un autre temps fort des Anglais, mais encore 0 points. Ça finit par 2 autres en avant des British dans ces dernières minutes. Et finalement, on voit 73 minutes, il y a Chelsea Colby qui fait un super essai individuel. Il dépose gentiment notre ennemi favori Owen Farrell pour marquer l'essai de la victoire. Ça finit 12 pour l'Angleterre, 32 pour l'Afrique du Sud. Comme on dit sur cet essai-là, il lui a laissé sa carte de visite. Hein. Ça fait mal. Hein. Cet essai-là, il est quand même hyper humiliant, et on le voit d'ailleurs, c'est symbolique, hein, que ce soit Farrell qui rate le plaquage, et ensuite tu vois quand il va marquer, celui qui dépose et qui baisse la tête complètement sur son maillot ensanglanté, c'est symbolique, c'est Billy Vunipola qui essaye de venir défendre, mais il est à la rue aussi, il n'y arrive pas, et là-dessus ils savent que c'est perdu, quoi. Voilà, là ils savent que c'est terminé, donc c'est extrêmement dur pour eux. Effectivement, tout a basculé vraiment en termes de score après la 62e, parce que à la 62e, tu as encore que 18-12, ce qui est très peu. Enfin, je veux dire, il y a plein de matchs qui peuvent se retourner encore à ce stade-là, mais moi je trouvais que la défaite était déjà dans les yeux des Anglais. Ils étaient sortis du match complètement. Et d'ailleurs, Watson, là-dessus, à la 62e, se fait pénaliser par une faute ridicule où il vient bousculer un mec sous le ballon. Mais tu peux pas faire ça en finale de Coupe du Monde. C'est une faute de cadet. C'est invraisemblable de faire ça. Et là, pénalité. Et puis ensuite, voilà, on sait ce qui s'est passé. N'oublions pas que sur l'essai de Mapimpi, l'action que fait le 13, qui fait une passe quasiment aveugle
pour Mapimpi, elle est magnifique. Et Ben Youngs, il se demande encore où est le ballon. Il a rien vu, il a rien compris. Et cet essai, il est quand même sublime. On peut pas enlever ça au Boc, qui font un match ultra physique, etc. Et puis c'est tombé de leur côté sur une capacité à faire des très jolies choses balle en main quand même. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce match aussi, et pendant toute la Coupe du Monde, c'est le match d'André Pollard et de Allende, le premier centre Sudaf, qui font un match au centre du terrain quand même énorme, les deux. Et André Pollard, il arrive à Montpellier, ça va faire bobo en top 14. On en reparlera peut-être, les gars. Mais bonjour le joueur que c'est quand même. Il y a des chances qu'on en reparle. Après, moi, j'avais aussi noté, je pense que le petit moment de regain là dont tu parles, où avec la pénalité de Farrell là au début, c'était surtout que les Anglais gagnent une mêlée quoi autour de la 50e, et on se dit il y a peut-être un... Ouais, peut-être à ce moment-là, et c'était quasiment une des premières en fait où ils sont bien en mêlée, mais t'es à l'heure de jeu déjà. Exactement, derrière Curé gratte un ballon, il y a la troisième ligne qui se réveille un peu, on se dit que ça va passer, mais en effet... Que de ballons tombés, c'est inhabituel. Dès le début, les passes n'étaient pas du tout, enfin tu voyais qu'ils se trouvaient pas, c'était un peu... J'allais dire une saloperie. On aurait dit des Français. Non, je déconne. Non, mais ils nous ont fait un truc à l'équipe de France. D'ailleurs, les Français, à chaque fois qu'ils ont battu les Blacks, ils ont perdu derrière en Coupe du Monde. C'est une malédiction là-dessus. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, c'est pas forcément vrai, parce qu'au moins avec les Français, on rêve pendant un mi-temps, on est dans les nuages, c'est super beau, et après c'est moche. Là, c'était moche pour l'Angleterre. C'est vrai, sur cette Coupe du Monde, ils ont toujours été un peu bons au moins. Mais et du coup, alors donc c'est vrai qu'il y a eu ces deux essais qui sont beaux, mais surtout celui de Colbé. Oui, on peut pas dire que je pense qu'il y a de la grève de rein en demande du côté du Japon. Mais pour être tout à fait honnête, moi pendant ce match, alors j'ai complètement retourné ma veste, et c'est peut-être un peu l'histoire du traître qui a trahi pour rien, mais j'étais derrière les Anglais, moi, après le match qu'on avait vu la semaine dernière, j'avais très envie qu'ils gagnent, je les trouvais beaux, et du coup j'étais un peu en colère contre les Sudaf. J'ai été apaisé plus tard pour les images de la victoire dont on va parler, et pour plein d'autres raisons, parce qu'en vrai, c'était, en tant qu'avant, tu peux que apprécier le match qu'ils ont fait. C'est un match ils ont pas eu besoin des trois quarts sur ce match. C'était, à part à la fin, bon, histoire de les faire briller un peu, mais c'était vraiment un match d'avant. Mais c'est vrai que pendant le match, je me suis dit, putain, on a eu une Coupe du Monde 2015 qui était l'avènement du jeu. On a eu pendant cette Coupe du Monde beaucoup de jeux. On a eu les Japonais qui ont brillé par quelque chose de très construit, où ça partait. La semaine dernière, on s'est régalé. Et là, t'as les Sudaf, ils nous ramènent 15 ans en arrière, ils en ont rien à branler. Occupation, défonçage de gueule, et puis jeu au pied de temps en temps. Enfin, c'était vraiment, tu t'es dit merde. Et les Anglais derrière, tu te dis, il y a bien un moment, mais justement autour de cette 50e là, tu te dis putain, ils vont se réveiller. Ah bah ça y est, ils vont commencer à jouer. C'est pas encore un rugby de concassage qui va gagner. Bah si, bon il y avait cette petite déception. Si. Pour être tout à fait honnête, bon voilà, c'est beau derrière, c'est une belle victoire, c'est un beau match d'avant. Ils y ont été ferraillés, ils ont été là chercher cette coupe, il y a aucun souci là-dessus. Mais pendant le match, j'étais un peu frustré. Oui, alors moi je te rejoins là-dessus. J'ai plusieurs frustrations, d'autant que je comptais vraiment me la péter s'ils étaient champions du monde, vu que j'avais annoncé que c'était mes favoris. Donc après la demi-finale contre les Blacks, je me suis dit putain, j'ai jamais été aussi près du buffet. Et puis là, à 2 mètres du buffet, je me suis écroulé dedans. Enfin surtout eux. Donc je suis quand même un peu déçu, et ils m'ont fait un coup de Trafalgar. Je les voyais encore très favoris avant ce match. Ils m'ont vraiment déçu quelque part. Il faut aussi s'en réjouir. Ça reste la glorieuse incertitude du sport. C'est bien 15 mecs titulaires plus 7 ou 8 mecs sur le banc des deux côtés qui font le match, et il est jamais écrit d'avance. Et ce que je pense fondamentalement, c'est que les Anglais, après la démonstration qu'ils ont faite contre les Blacks, c'est incroyable, mais je pense qu'ils ont cru qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Ouais. Et ils se sont dit, personne ne peut nous battre. On vient de rouler sur les mecs qui écrasent ce sport depuis 15 ans. Donc les Sudaf, ils ont beau être costauds, ils vont manger. Et là où j'en veux à Eddie Jones, alors que je l'ai loué comme un sorcier, mais je pense qu'il s'est complètement vautré sur cette semaine, c'est que pour rater une entame comme ça veut dire que t'es pas dedans. Et surtout, sa composition, elle me surprend. Il remet la même équipe. Et je pense que c'est une connerie. Je pense qu'il fallait remettre Owen Farrell en 10. Il fallait faire rentrer des remplaçants.
qui allaient jouer la finale parce qu'ils n'avaient pas joué les autres matchs, en disant c'est à 23, c'est le groupe des 30 et l'équipe des 23 qui doit gagner cette finale. C'est une nouvelle compétition, il reste plus qu'un match, on repart de zéro, et je pense qu'il l'a pas fait. Il a dit, les mecs, vous êtes des papas, vous êtes les boss, vous avez terrassé les Blacks, je me pose même pas de questions, je remets les 15 mêmes. Erreur, Eddie, grosse erreur, désolé. Et aussi, si je peux, la semaine dernière, dans notre dernier podcast, on avait parlé de 2 histoires différentes et qu'il y avait une histoire d'un homme, le coach Eddie Jones, qui était vraiment une très très belle histoire. Mais en fait, c'était maintenant que je pense, c'était face à une histoire d'une équipe dans l'Afrique du Sud, dans l'équipe qui est complètement changée, cette équipe arc-en-ciel. Et en fait, finalement, dans les 2 histoires, c'est l'histoire de l'équipe qui a gagné contre l'histoire d'un homme. Oh. Oui, alors peut-être, c'est vrai que on avait souligné d'ailleurs dès le début, dans les matchs, dans les tout premiers matchs, les matchs de poule, etc. On avait dit que ils étaient à un moment de leur histoire où ils avaient un capitaine noir pour la première fois. C'est pas anodin, on l'a dit la dernière fois, mais faut le redire. Pour ce pays-là, c'est extrêmement significatif. Et d'ailleurs, il y a eu des scènes de liesse en Afrique du Sud, qui est un pays qui va très mal par ailleurs, et on peut évidemment que se réjouir que le sport qu'on aime nous en plus, soit le véhicule d'une joie partagée entre des mecs qui oublient d'un seul coup qu'ils ont des tas de problèmes, du racisme latent à plein de trucs. Il y a d'ailleurs une sale histoire qui tourne au basque d'Edzebet, qui était à moitié chez les flics avant la Coupe du Monde parce qu'il avait insulté ou je sais pas quoi, il aurait des insultes racistes à un mec dans la rue. Donc c'est un pays qui reste encore très marqué par ça. Donc évidemment, tout ce qui peut cimenter ce pays, c'est beau. Et d'ailleurs, Chelsea Colby, c'est un métis. Et c'est un pays dans lequel il y a encore assez peu de métis. Il y a beaucoup de blacks, beaucoup de blancs, mais c'est beau aussi qu'il y ait des métis qui soient aussi le signe de l'intégration, comme l'était d'ailleurs Brian Abana. Sur le discours qui a été donné aux Anglais, peut-être Eddie Jones s'est trompé, peut-être aussi que les Anglais ont trop entendu le discours des instances, parce que je ne sais pas si vous avez entendu pendant la semaine, mais les Anglais auraient été la fédération anglaise aurait été dans une mer de noir financièrement si les Anglais avaient gagné par rapport aux primes promises. Donc si ça se trouve, les Anglais, fin défenseurs de leur reine, ils se sont juste dit, bon les gars, on va pas ruiner la fédé quand même, on a fait notre finale la semaine dernière, on va les laisser tranquilles. Je pense que c'est ça, ils ont entendu le mauvais discours. C'est encore un coup de Boris Johnson. C'est ça. C'est vrai que, Charlie, tu disais à l'instant, et je te rejoins complètement, les Anglais, la vérité, c'est qu'ils ont joué leur finale en demi-finale. Voilà. Et d'ailleurs, c'était le match au sommet de cette Coupe du Monde. C'est ce qui rend ces compétitions aussi, là, parfois un peu imparfaites. C'est que moi, je crois quand même que, à part ce match raté, les Anglais auraient mérité avec l'équipe et ce qu'ils ont montré et le fait de battre les Blacks comme ça, d'être sacrés champions du monde et meilleure équipe de cette coupe. Et il faut quand même pas oublier que les Boks, qui sont champions du monde, ont perdu contre les Blacks au premier tour. Alors que les Anglais leur ont foutu une raclée. C'est les seuls champions du monde à avoir perdu un match dans la compétition. Voilà, donc il y a quelque chose d'un peu frustrant quand même dans cette victoire-là, même si elle ne souffre d'aucun commentaire négatif sur le match en lui-même, qu'ils ont réussi en tout point. Et pour le coup, là, je pense que leur coach Erasmus, lui, moi je le connais pas beaucoup, je sais juste qu'il avait été le coach du Munster, donc c'est un mec qui connaît bien le rugby européen aussi, qui connaît bien certainement la mentalité anglaise, etc. Il a dû trouver les mots pour que ces mecs-là aient cherché les ressources et renversent les Anglais en les prenant à leur propre jeu, parce que effectivement les Anglais, eux, se sont troués complètement sur ce match, c'est tout ce qu'on peut dire. J'ajoute qu'il ne faut pas oublier que les Anglais ont eu un tableau final extraordinairement difficile. Ils ont quand même dû battre les Australiens, à qui ils ont mis une raclée, les Blacks, qu'ils ont battus d'une manière quand même extrêmement convaincante, et il fallait battre les Sudaf à la suite, c'est-à-dire que il fallait battre les 3 équipes qui ont été championnes du monde plusieurs fois, et les seuls qui ont été championnes du monde, à part les Anglais en 2003, d'affilée. C'est un petit peu comme si, sur un tournoi de tennis, il fallait battre Djoko, Federer et Nadal d'affilée, quoi. Donc, une fois oui, 2 fois éventuellement, puis 3 fois, voilà, ça devient très compliqué. On a peut-être un petit peu oublié ça,
Les Sudaf, quant à eux, ils ont battu les Japonais en quart et les Gallois en demi. C'est pas du tout la même limonade, même si les Gallois étaient une très bonne équipe et les Japonais l'équipe surprenante. Donc je pense que les Anglais, c'est vrai qu'ils sont passés au travers, mais tout simplement, c'est pas des machines. Ils avaient énormément donné et ils avaient peut-être tout simplement plus assez d'essence dans le réservoir et ça s'est vu. Je peux pas, j'ai pas de potes. Donc, en regardant le match de Nouvelle-Zélande contre Pays de Galles, en fait, on disait ouais, allez, vas-y, ouais, superbe. Mais en fait, regardant ce match Angleterre-Sudaf, c'était c'était très très violent. C'était juste trop physique. Est-ce que je peux faire mon petit point américain? Mais on l'attend. Bien sûr, on attend que ça. La foule est en délire là. En fait, je vais les changer légèrement. Donc, au lieu d'expliquer le rugby américain, en fait, je vais vous expliquer un peu le foot américain à vous, avec quelques petites expressions en anglais, parce que ce match pour moi, ça ressemblait énormément à un match de foot américain, où après on est presque dans le 4e carton, parce que nous on a des cartons, hein, et on est dans le 4e carton, il est 18-9, comme tu as dit, tout est possible. C'est pour mettre de la pub. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est parce qu'on court beaucoup, on est très fatigué, voilà. Donc, ça me fait penser à 3 expressions en anglais. Un, c'est defense wins championships. Ça veut dire que c'est très beau d'avoir une attaque qui est sympa, qui peut te gagner un match, mais en fait, c'est les défenses en général qui gagnent tous les championnats. Et je pense que ça, on peut dire la même chose pour cette équipe d'Afrique du Sud. C'est vraiment la défense qui a fait gagner ce match et d'autres. Là-dessus, oui. Le deuxième, c'est un mot qui vient à l'esprit, c'est smash mouth. Donc, c'est vraiment on rentre dedans et je te casse les dents, je te mets ma pointe dans ton visage, parce que vraiment, c'était un match smash mouth, quoi. C'était très rugueux. Et je dirais la dernière, c'est un guerre des tranches, on dit, c'est un trench warfare en anglais. C'est guerre des tranchées, ouais. Ouais, et en fait, dans cet esprit que le match, il gagnait devant et pas derrière. Et pour moi, c'était ces 3 choses-là. Oui, et puis on pourrait ajouter une petite phrase très classique, qui est d'ailleurs celle des Anglais, hein. Bien sûr, no scrum, no win. C'est-à-dire que quand tu te fais bouger en mêlée, en général, tu gagnes pas le match, même si t'es bon. Et 60 minutes à se faire bouger en mêlée, tu perds. Bon, si on ferme un peu le chapitre sur ce match, qui quand même, il y avait des belles choses à voir, et surtout après, le 3e mi-temps, ça a démarré tout de suite, avec notre petite face Futurix, donc Faf de Clerc, que j'aime vraiment beaucoup maintenant. Merci Théo de m'avoir parlé de lui tout au début de notre podcast. On l'avait vu tout au début. Il est là, 3e mi-temps, tout de suite, avec le coupe plein de bière, dans ses slips, avec les couleurs de ce pays. Je trouvais ça trop beau. Un magnifique slip drapeau, oui. Bon les gars, on peut dire que ce Coupe du Monde est fini, malheureusement, c'est un peu triste, mais quand même on a pas mal de awards et des choses à en parler. Juste rapidement, pour chacun de vous, on va dire Charlie d'abord, quel était ton bilan de ce Coupe du Monde? Alors un bilan global comme ça, moi je me suis régalé, il y a plein de trucs en vrac qui me viennent à l'idée, déjà le parcours un peu... mieux qu'on ne l'espérait de la France, où je suis assez content. Les petites surprises qu'on a vues, l'Uruguay qui a battu les Fidji, c'était un beau moment avec notre petit German Kessler aussi qu'on a adoré. Il y a eu le parcours du Japon, évidemment, qui a été aussi au-delà de ce qu'on attendait, mais dans la manière surtout, dans l'engouement qu'ils ont porté, ça a été formidable. Et puis peut-être pour conclure un peu cette impression générale, mais j'ai sûrement oublié plein de trucs et cité des trucs, bon, mais sur l'impression générale, il y avait aussi pour moi tout l'à côté, quoi. C'était vraiment une fête, vraiment. On l'a senti de la part il y a pas eu de drame, il y a pas eu si, il y a les Uruguayens apparemment qui ont retourné un pub, mais sinon il y a pas eu d'à côté, il y a pas eu de problème, il y a pas eu d'équipe qui a dégénéré ou qui a mal parlé ou qui s'est embrouillé en conférence de presse ou qui a ruiné un hôtel enfin, ça a été que de la confrérie. C'était une très belle Coupe du Monde. Et juste, pardon, il y a eu les matchs annulés où c'était le bémol, mais voilà. Oui, moi je commencerai par la fin. Moi je ne suis toujours pas réconcilié avec World Rugby sur les matchs annulés non délocalisés. Je ne leur pardonne pas qu'il n'ait pas prévu de plan B pour ces matchs-là. Donc après, ils ont certainement des bonnes raisons. Moi, je les ai pas lus, je ne les trouve pas excusables, et je trouve que c'est le seul point vraiment noir et inadmissible de cette compétition, qui, à part ça, visiblement, les Japonais ont été des hôtes exceptionnels. Toutes les équipes disent qu'ils ont adoré vivre cette compétition là-bas. Je trouve que le rugby, du point de vue de l'image sur le comportement des hommes,
que ce soit les à côté, mais que ce soit aussi très souvent les accolades, les aides d'honneur, le respect extrêmement sincère entre les joueurs, et ça se voit. Je trouve que là, on garde une spécificité quand même. Moi, j'aime bien le foot aussi. Parfois, il y a d'autres sports que je regarde avec évidemment plaisir, mais on n'a pas basculé dans le sport business où toutes les valeurs sont à la poubelle qu'on voit dans d'autres sports. Et ça, j'apprécie beaucoup ça. À cet égard, je trouve que c'est très réussi. Ensuite, moi, je suis content que les Blacks ne soient pas à nouveau champions du monde. Pas du tout contre les Blacks, mais parce que je pense que tout simplement, quand tu as une trop forte domination, tu perds de l'intérêt pour le sport en question, et je trouve qu'il fallait pas qu'ils soient 3 fois champions d'affilée. J'aurais aimé que ce soit les Anglais, et surtout j'ai envie de prendre rendez-vous en 2023 parce que les Anglais qui sont évidemment vexés, piqués au vif d'avoir perdu là, faut pas les enterrer. Ils ont une équipe qui est très jeune. Faut pas oublier que leurs 2 troisième lignes, c'est des mecs qui ont 21-22 ans, donc ils n'auront que 25-26 ans à la Coupe du Monde en 2023. Bonne chance pour les faire déjouer et les prendre. Ils vont quand même encore être très bons. Et je pense qu'en 2023, où ce sera en France, nous, le pack de potes, on sera probablement à ce moment-là le podcast numéro 1 mondial en sport. Et franchement, je pense qu'on va juste s'éclater. Donc c'est surtout une grosse envie de rendez-vous. Ouais. Selon les premières estimations. Enfin, on va pas balancer tous les chiffres, mais là, c'est juste énorme. C'est vrai qu'on a vraiment pris plaisir, et c'est vrai qu'en fait, c'est dommage que c'est tous les 4 ans, parce que j'aimerais bien que ça se passe bientôt, cette prochaine Coupe du Monde. Ouais. Et qu'on a vu des belles choses de l'équipe de France. Je suis content déjà, je pense qu'on a fini sur plutôt une bonne note, même si le match était pas super pour la France. Déjà, il y a plein de trucs dans la presse qui disent, tiens, regarde l'équipe qu'on va avoir en 2023, et on se projette en France. Et ça c'est toujours une bonne chose, donc c'est un point positif, je pense, pour la France. Je suis d'accord avec toi aussi, Théo, de ces images de fin de match avec les 2 joueurs sur 2 équipes qui parlent avec les enfants, ou qui serrent le public, qui saluent le public ensemble. Je trouve ça vraiment d'un beauté formidable. Et je trouve que si je peux mettre un petit mot quand même pour les États-Unis en 2023, je pense que quand même, bon, ils n'ont pas eu des chances cette année-là, mais je trouve qu'on a quand même eu notre talonneur qui était nommé dans les top 5 joueurs de l'année quand même. Donc ça veut dire que ça progresse, et peut-être, on va dire, les États-Unis peuvent être l'Uruguay ou le Japon d'ici 4 ans. Donc ça peut être sympa à voir ici en France. La ligue se développe aux États-Unis. On pourrait faire un épisode en direct un jour peut-être de là-bas, si on arrive à se faire sponsoriser par des Amerlocs. Bon, je vais rappeler American Airlines. Voilà, faut pas oublier qu'on a Mathieu Bastaro qui va partir jouer aux États-Unis bientôt. Donc il y aura un coup de projecteur sur le rugby américain, ça va être très sympa. Ouais, je pense aussi, ça va grandir, et ça c'est important au niveau mondial aussi. Donc pour ce fin de Rugby Coupe du Monde 2019, il y a beaucoup de prix qui étaient donnés, et notamment pour un certain Français. Ouais, absolument. On n'est pas reparti complètement bredouille du Japon, vu qu'on a notre Ntamak national qui a été élu meilleure révélation de l'année, quoi. Donc on parlait un peu tout à l'heure de 2023 et des joueurs de la jeunesse de notre équipe. Bah, ils représentent bien un peu tous les talents qu'on peut avoir chez nous, et le futur qui peut être radieux. C'était une des questions, c'était une des questions qu'on s'était posées, savoir si ces très jeunes joueurs qui allaient être lancés pendant la Coupe du Monde allaient répondre présent. En tout cas, Romain Ntamak, il a montré qu'il était en chemin pour devenir un très grand joueur, et notamment moi je retiens surtout sa performance du match inaugural contre les Argentins. Ça paraît loin, mais rappelez-vous quand même qu'on avait la pétoche de perdre ce match, et qu'il a fait notamment un match au pied où il a fait 100%, il a fait un gros match dans le jeu aussi, et c'était capacité à être au rendez-vous sur un match déterminant à 20 piges. Il va pouvoir se construire avec ça. Donc je pense que c'est vraiment un bon choix de World Rugby, sans être bêtement chauvin, parce que c'est évidemment un joueur d'avenir. À lui de confirmer, bien sûr, et puis au rugby français de le mettre dans les conditions pour à la fois grandir aussi mentalement, aussi physiquement, et d'avoir autour de lui tout ce qu'il faut pour que cette équipe aille casser la baraque, et on l'espère, être championne du monde en 2023. Voilà, on peut toujours rêver, non ? On a le droit ou pas ? On peut rêver, bien sûr. Donc, on avait aussi d'autres prix qui étaient gagnés, forcément, par les Sud-Africains, donc notamment pour le coach et pour le meilleur joueur. Oui, donc
le coach, bon, traditionnellement, c'est évidemment toujours le coach de l'équipe championne du monde qui a le prix, ce qui me paraît quand même assez logique. J'aurais été très surpris qu'il le donne à Jacques Brunel, par exemple, mais on sait jamais, on aurait pu avoir une surprise. Mais surtout, oui, le joueur, c'est Dutoit, le 3e ligne, qui a d'ailleurs, ça nous plaît parce qu'il a un physique de 2e ligne, faut être honnête, hein, pour nous, il n'aurait jamais joué 3e ligne en France. Moi, voilà, je trouve qu'il a fait une belle Coupe du Monde. J'aurais été plus favorable qu'il donne le prix à Pollard ou De Allende, que j'ai trouvé exceptionnel pendant toute la compétition, et qui ont notamment beaucoup pesé aussi sur la finale, avec capacité à tenir le centre du terrain, qui était superbe. Mais c'est tout à fait mérité, et puis Dutoit, il a un nom français, on a l'impression que c'est un Français qui a le prix, c'est sympa. D'autres prix, il y avait Wayne Barnes qui a gagné l'arbitre de l'année, et c'est étonnant parce que j'ai pensé que ça pourrait être Jaco Pepper quand même. Ouais. Lui, il aurait pu avoir le sifflet de plomb. Le prix de la photo de l'année. La plus belle boulette de l'année. Ouais, façon de flamber sa carrière en 2 minutes. C'est exceptionnel. Comme c'était des prix pour cette année de rugby, et pas juste ce rugby Coupe du Monde, il y avait aussi certains prix pour des femmes qui ont joué. Charlie, si je me souviens bien, t'as pas mal vu des matchs pendant le Coupe du Monde féminine ici à Paris, c'est bien ça? Charlie, c'est un spécialiste de l'agent féminine de toute façon. Oui, absolument. En effet, je m'intéresse à tout le rugby. Non, je rigole, pas au rugby à 13 quand même. Je suis pas assez spécialiste. Mais oui, quand ça avait lieu à Paris, j'avais eu la chance déjà d'avoir pu assister à tous ces matchs qui avaient lieu à Marcoussis, à Jean-Bouin. C'était super comme ambiance. Parce qu'il y avait un côté très très Seven, puisqu'il y a plusieurs matchs dans le même stade dans la même journée, donc il y a des équipes qui défilent. Il y avait un côté très amateur, pas au sens péjoratif du terme, mais amateur dans le sens où tout le monde se connaissait, il y avait un côté très très contact facile et un haut niveau international. Donc c'était vraiment une très belle Coupe du Monde. À tous ceux qui ont l'occasion de suivre la prochaine, je vous le conseille fortement. Concernant les nommés pour ce titre de joueuse de l'année, on avait une petite Française de chez nous, Pauline Bourdon, qui malheureusement a pas fait le poids face à l'hégémonie anglaise, parce que les Anglaises sont vraiment dominent le rugby à 15 féminin. Et il y avait 3 nommés parmi elles, et c'est du coup une Anglaise, Émilie Skirat, qui a remporté ce prix de joueuse de l'année IRB. Voilà pour ce rugby Coupe du Monde et pour des prix de cette année. Merci beaucoup à tous nos écouteurs, parce que franchement, on a pu doubler en octobre toutes les personnes qui nous ont écoutés en septembre. Donc vraiment superbe. C'était vraiment gentil de vous d'être avec nous. Et aussi merci à mes amis Charlie et Théo de m'avoir suivi dans cette idée de podcast. Et vous m'avez vraiment bluffé avec vos mots justes, vos analyses qui sont super pertinents. Et franchement, c'est un énorme plaisir de faire ce podcast ensemble. Oui, bah là, moi, je ne sais que dire, parce qu'effectivement, c'était ton idée, Thierry, et moi, ça m'est tombé dessus comme ça, et ça a été un peu une révélation, parce que c'est vrai qu'on a pris un plaisir fou. On a échangé avec pas mal de gens autour, ceux qui nous écoutent, qui nous ont dit votre émission, elle est top, et donc ça nous donne juste envie de continuer, même si c'est pas toujours facile de suivre un rythme pareil, et quelque part on est aussi content que ça s'arrête pour récupérer des dimanches soirs entre guillemets normaux. Ouais, c'est vrai, on va prendre l'avion pour rentrer du Japon comme tous les joueurs là, et on va faire un tour de victoire, hein, et après on va recommencer à jouer bientôt. Ouais. Voilà, non mais ça me touche ce que tu dis, Ticket. Moi aussi j'étais très content que tu m'amènes dans cette aventure. Je suis aussi épaté par la pertinence des propos de Théo. Moi personnellement, je pense que je me contente de parler un peu de l'ambiance du rugby et de ce que ça dégage et de ce qui me plaît aussi et de ce qui nous rassemble tous les trois. Fais pas ton modeste. Et je suis aussi subjugué par tes analyses de comparaison, d'explication du rugby à un Américain. Il faudrait en faire un bouquin. Et non, mais franchement, je me suis régalé pendant ces 2 mois. Ça a été vraiment un plaisir. Pareil, pas une révélation, mais je suis très content de passer déjà plus de temps avec vous et de partager sur ce sport qui me fascine et qui nous lie. Oui, je pense que c'est un plaisir partagé. Mais ça ne veut pas dire qu'on est parti. On va quand même
continuer avec ce projet ensemble. On a quand même beaucoup de rugby devant nous. Hein. On a bientôt le European Cup, on a le Top 14 et bientôt c'est le 6 Nations. Donc vous inquiétez pas, le pack de potes, on va pas disparaître, on va rester présent sur les podcasts, on va rester là. Et oui, donc vous. on se retrouve en décembre et on a hâte de vous retrouver, même si on va profiter de notre petite pause. Mais complètement, mais j'ai hâte de continuer, hâte de poursuivre l'aventure et de la relancer. Mais content de finir la première étape. Exactement. Donc merci encore les gars. Et pour tous nos écouteurs, auditeurs, vous pouvez toujours nous joindre sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas aussi à nous envoyer une question à notre email. Donc c'est pactdepod@gmail.com. Et merci beaucoup à tout le monde. Allez, à bientôt les gars. Ciao, Salut, ciao, ciao. Ciao les copains, reposez-vous bien. Et merci à Manu Rodier pour la super musique.